je veux bien un siège. Venez, voilà. Alors, je vais vous présenter nos trois intervenants, bien sûr. Amélie Raphaël, vous êtes membre du bureau de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives et Participatives. Monique Lopez, vous êtes coordinatrice générale du Syndicat National des Employeurs Spécifiques d'Insertion, le CINESI. Et François-Michel Lambert, vous êtes, député des Bouches-du-Rhône, président de l'Institut de l'économie circulaire, vice-président de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Monique Lopez, si vous voulez bien, on va commencer avec vous. Je vais vous donner la parole, monsieur le député, dans un instant. Comment ? Vous n'êtes pas inquiet. Mais je voudrais qu'on ouvre par peut-être un rappel de la définition d'économie circulaire. Là encore, rappeler, oui, de quoi parle-t-on ? Ça vous semble évident, vous haussez un peu les épaules, mais au fond, quand même, ça reste nécessaire de rappeler de quoi on parle avant de développer. L'économie circulaire, c'est un concept économique qui s'inscrit dans le développement durable et qui a pour effet de respecter la planète. Ça, c'est sa première chose. L'économie circulaire vise à diminuer le gaspillage, à augmenter l'efficacité et l'utilisation des ressources et a un impact très fort sur l'environnement. À travers l'économie circulaire, nous avons ce qu'on appelle des supports d'activité qui sont des ressourceries. Des ressourceries. Ressourceries, qui sont pour la plupart des associations, lesquelles sont portées par ce que l'on appelle des ateliers chantiers d'insertion. Ces ateliers chantiers d'insertion ont maintenant une convention collective applicable à tous, développée en partenariat avec les organisations syndicales par le CINESI, qui est le syndicat patronal du secteur, lui-même adhérent d'ailleurs à l'UDES. Et ces ressourceries ont pour but de collecter, de trier, de vendre et ont un rôle d'éducation à l'environnement. C'est-à-dire qu'on voit bien, et ce sera d'ailleurs un des aspects de la discussion de cet après-midi, que vous cherchez à organiser, structurer, normer, mais au bon sens du terme, donner des repères communs à tous ceux qui sont dans la filière, en quelque sorte, à se donner les outils d'une véritable filière. Tout à fait. Alors, il y a d'abord effectivement des repères au travers d'une norme qui est une convention collective, qui permet justement de normer et d'apporter de la compétence dans ces ateliers chantiers d'insertion. Et ce centre, qui est un centre de récupération, la ressourcerie est un centre de récupération et de valorisation, permet aussi de recruter des salariés, qui sont des salariés souvent en grande difficulté d'insertion, et donc de les accompagner dans des parcours formatifs jusqu'à une réinsertion professionnelle ou une formation de plus longue durée. Dans ressourcerie, il y a recyclage, et dans recyclage, il y a cycle, et vous voulez être sur les deux bouts du cycle humain, en quelque sorte, qui est la protection de nos moyens et de nos ressources initiales et de la planète, et puis aussi la dimension sociale, c'est-à-dire en y réinsérant des gens qui ont parfois des difficultés, mais qui peuvent réaccéder à une activité à travers votre propre activité. Tout à fait, puisque dans le travail de l'atelier chantier d'insertion, la base même de la ressourcerie, c'est de collecter des objets, c'est ensuite de les trier, de les valoriser de façon à leur donner une seconde vie, de les revendre. Alors, ça peut être revendu aussi à des familles en grande difficulté dans le cadre de partenariats avec des organismes sociaux sur un territoire. Et également de pouvoir associer ces salariés qui sont bien intégrés dans nos structures d'ateliers chantiers d'insertion et de les sensibiliser à tout ce qui est environnemental. Alors, Approche, dites-nous un mot de l'association Approche. Alors, Approche est pratiquement l'une des premières ressourceries sur le territoire national. Approche est située dans le Val-de-Marne et j'en suis administratrice depuis d'ailleurs fort longtemps. Et nous avons, au fil du temps, développé ce concept de ressourcerie et pris des partenariats sur le territoire avec d'autres organismes, d'autres associations. Et nous avons des filières de récupération de textiles ou de récupération d'objets tels que du matériel informatique que nous remettons dans des filières
adéquate Vous faites aussi de dépollution. Vous faites aussi de la sensibilisation à toutes les notions d'environnement aujourd'hui, notamment chez les jeunes qui sont les premiers à multiplier les objets connectés qui demandent beaucoup de matériaux. Alors c'est un gros travail qui est mené aussi chez Approche, hein, qui fait partie d'un réseau qui s'est constitué récemment, il y a 2 ans, qui s'appelle le REFER, le réseau francilien des ressourceries. Approche vient aussi de créer ce qu'on appelle un RIAE. C'est un réseau d'insertion, pas encore international, j'aimerais bien, un réseau d'insertion par l'activité économique qui est situé dans le Val-de-Marne. Et effectivement, nous avons certains bénévoles qui sont des jeunes. Et ces jeunes aussi participent à tout ce qui touche à l'environnement du travail qui est mené au sein de cet atelier chantier d'insertion. Quand on sait ce que certaines mafias cherchent à gagner dans ce secteur du recyclage, on voit bien à quel point il y a une dimension économique essentielle. Et donc vous êtes sur les 3 pieds, je disais 2 tout à l'heure, mais au fond, l'économique, aller chercher ces objets, ces matériaux pour les remettre dans le circuit, l'environnemental par définition et le social. Un mot peut-être en conclusion de cette première intervention pour qu'on comprenne bien ce sur quoi vous voulez insister. Il y a également la revente du matériel, je tiens aussi à le préciser, qui permet aussi d'aider quand même des familles qui sont en difficulté. Ne serait-ce que revendre à prix modique du mobilier pour des familles qui viennent de s'installer, c'est aussi un rôle important de l'association dans laquelle je suis administratrice. Dans le social, alors, il y a ceux qui viennent bosser et que vous réinsérez, et puis il y a ceux que vous aidez de cette façon aussi. Tout à fait. Ouais. François-Michel Lambert, on voit bien que les enjeux de l'économie circulaire sont considérables aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour et merci d'être présent. Merci aussi d'avoir porté dans votre rendez-vous cette question de l'économie circulaire. Donc je reviens un peu sur ce qui a été dit et la définition est très juste. L'économie circulaire se résume en un mot. Le mot c'est ressources. Donc ressourcerie est en pleine résonance avec ce sujet. L'économie circulaire, c'est sortir d'une société de gaspillage dans toutes les dimensions que cela veut dire et revenir à ce que finalement a été l'humanité pendant des millénaires et des millénaires, une société où on préserve la ressource, on l'intensifie. Et j'ai pour plaisir de le dire, et encore plus aujourd'hui, l'économie circulaire, ce sont des verbes de liens sociaux. L'économie circulaire, c'est partager, c'est donner, c'est transmettre, c'est réparer. À chaque fois, on voit 2, 3, plusieurs personnes autour de ces verbes. C'est bien loin des verbes consommer, jeter, détruire, qui sont souvent des verbes très individualistes, très égoïstes. Et ça, c'est un élément important sur lequel nous devons avoir une approche, une considération et comprendre que ça dépasse et de loin la question des ressources, la finitude de notre planète et le fait que c'est de plus en plus difficile d'accéder à des ressources, même si on a vu le pétrole baisser fortement, mais il va être de plus en plus difficile d'accéder à des ressources à des prix maîtrisés. La dimension politique, parce qu'il y a toute cette activité dans laquelle vous êtes très impliqué, mais ça a pris, on l'a entendu avec la ministre tout à l'heure, Martine Pinville, une dimension portée par les pouvoirs publics au plus haut niveau, François Hollande à l'ONU. Sur la question générale, oui. Alors sur la question de l'économie circulaire, plus particulièrement, pour faire très très rapidement, la France, dans la loi transition énergétique, et je salue mon collègue qui m'a aidé notamment, et d'autres, à faire qu'on ait une majorité pour que, dans la loi transition énergétique, le titre 4, économie circulaire, soit dense, soit riche et permette d'aller de l'avant. Et l'un des amendements que nous avons fait passer, un des articles, c'est que la France se dote d'une stratégie de transition vers l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on doit sortir d'un autre modèle issu de la révolution industrielle, accéléré après la guerre, d'une construction très destructrice de matière, mais on a bâti un pays, et rentrer dans un pays qui est beaucoup plus pérenne, qui est développement soutenable. Il n'y a pas que la France, il y a l'Europe qui doit donner des directives en ce sens très prochainement. Le G7 se mobilise. La COP21, il y aura un moment autour de l'économie circulaire. Pourquoi un moment autour de l'économie circulaire? Car on ne le dit pas assez, mais préserver, allonger la durée d'usage, réparer, réutiliser, réemployer, c'est très peu consommateur d'énergie
souvent c'est de l'énergie humaine, donc c'est ça qui est positif, mais d'énergie fossile, et donc forcément ça génère moins de gaz à effet de serre. Et je dirais même jusqu'au pape qui, dans son encyclique de juin, a exhorté à être respectueux des ressources que nous avons et au contraire de les utiliser à bon escient. Et ça, c'est vraiment un changement fondamental qui se passe à toute échelle de notre modèle de développement ne doit plus être dans du gaspillage. Oui. Martine Pinville nous a donné la bénédiction d'un certain François, vous nous donnez celle de l'autre dans ce contexte, mais c'est en effet pas anodin. Au-delà de je galège, mais c'est pas anodin, parce que ça veut dire que tout ça est, par ceux qui donnent des grands signaux, devenu réel. Et ça rentre dans la réalité opérationnelle aussi, quotidienne. Alors, quand on parle d'économie circulaire, c'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, et tout le monde le fait du geste de tri pour garder la matière et qu'elle redevienne matière dans l'emballage, jusqu'à d'autres initiatives. Tout à l'heure, le débat sur le numérique était intéressant. Blablacar, quelque part, c'est de l'économie circulaire. Avec une tonne, au lieu de déplacer, qui s'appelle voiture, avec une tonne de métal, au lieu de déplacer une personne, Blablacar vous en met 2, 3, 5 dedans. Donc on voit bien que l'on intensifie le service apporté à la collectivité avec beaucoup moins de matière à mobiliser. Donc on peut dérouler sur nombre de points. Et je voudrais quand même préciser, c'est le monde dans lequel on va, ce sont les nouvelles marges de création de valeur, avec un pluriel à valeur, d'aller sur le respect de la ressource, sur l'usage optimal de la ressource, qui permet tout à la fois, Blablacar dégage des valeurs économiques, mais il y a aussi le respect de l'environnement, et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste, le lien nouveau qui se recrée dans les territoires, l'identité, les échanges, le partage, c'est emblématique d'une approche d'économie circulaire, et je m'attelle sans cesse à le rappeler. Oui, c'est-à-dire que votre idée sans cesse, c'est qu'on sorte de la simple vision ou approche de l'économie circulaire par la question de l'environnement, mais qu'on le pose plus en termes de valeurs collectives, c'est-à-dire le collaboratif, l'intégratif. C'est ça, en conclusion. Bravo. Alors, et le lien social, me dit Monatel, c'est celui-là. Amélie Raphaël, le statut dans ce contexte des COP, alors, c'est pas anodin. Alors, c'est pas anodin, et puis c'est nécessairement, donc les SCOP, c'est presque 2700 entreprises en France, qui sont essentiellement des PME, quelques ETI, et donc forcément, cette question de l'économie des ressources, donc de l'économie circulaire, de la question des matières premières, c'est quelque chose qui a, ces dernières années, bousculé nos entreprises. C'est quelque chose qui est fondamental pour chacune des PME, donc on a cherché aussi à savoir quel pouvait être l'impact d'une part de ces questions environnementales sur nos scopes, et puis comment aussi ces scopes étaient en capacité d'y répondre. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui est extrêmement intéressant. Il faut bien voir que les scopes, c'est d'abord des entreprises donc, qui ont évidemment ce champ économique, qui sont des entreprises particulières puisqu'elles sont détenues majoritairement par leurs salariés et gouvernées majoritairement et gouvernées par une gouvernance démocratique mise en place par les salariés. Donc assez naturellement, dans le triptyque du développement durable, on voit bien comment les scopes répondent à l'économique et au social. Pour vous, c'est le modèle de gouvernance et d'organisation de l'entreprise, de management de l'entreprise, adapté en premier chef à l'économie circulaire. Oui, pour moi, de toute façon, la SCOP, c'est le modèle adapté à ce qui devrait se faire de mieux dans l'économie, donc ouais. Y compris à l'économie circulaire, naturellement. Ouais. Ceci dit, la question de l'environnement, ça reste quelque chose qui, pour des entreprises comme les nôtres, n'est pas toujours simple à appréhender, puisque le respect de l'environnement, l'évolution des modèles de production, de consommation, ce sont aussi des coûts d'investissement, des coûts de développement. Et donc, on se pose légitimement la question de savoir comment on peut le développer. On a été assez heureusement surpris, puisqu'on a questionné l'ensemble de notre réseau, de voir que finalement, la RSE, dont l'économie circulaire est un des outils, c'est une conviction pour plus de 70% de nos entreprises. Donc, manifestement, la responsabilité sociale et environnementale. Tout à fait.
Et on s'est rendu compte que finalement, on avait, dans une enquête qu'on a fait un peu comme en comparaison des enquêtes INSEE, on s'est rendu compte que nos entreprises étaient effectivement plus en préoccupation des questions de gestion de déchets. Donc quasiment, enfin beaucoup plus de la moitié des entreprises, ce qui n'est pas le cas dans les entreprises non coopératives, à cette question de la gestion des déchets. Et non seulement de la gestion des déchets, mais aussi l'économie en amont de la production de ces déchets, puisque c'est aussi évidemment un des points à cristalliser important. 60% font des éco-produits, donc il y a vraiment effectivement un portage par les SCOP de cette problématique. Alors pourquoi je pense qu'il y a plusieurs raisons qui sont intéressantes à analyser. Oui. D'une part, la SCOP est un modèle militant d'entreprise, un modèle qui porte un certain nombre de valeurs, et on peut imaginer que les personnes qui portent également des valeurs de respect de l'environnement vont naturellement être attirées par ces modèles qui présentent quelque chose d'un peu complet. Donc il y a forcément, on peut imaginer ce trajet-là. Je suis militant de l'environnement, je veux développer une entreprise ou répondre à des problématiques environnementales. Je vais m'orienter vers un modèle coopératif en particulier, évidemment l'ensemble des modèles de l'ESS. Ces modèles ont peut-être dans leur statut des choses qui sont également, qui répondent. Et puis je pense que notre conviction à nous, c'est le fait de mettre le salarié au cœur de la gouvernance de l'entreprise. C'est aussi ouvrir l'entreprise à plus de citoyenneté. Cette gouvernance, le salarié il est aussi citoyen, il est dans son éducation aujourd'hui. Il n'est pas passif par rapport aux choix stratégiques, voilà, tout à fait, et à l'esprit général de ce que fabrique l'entreprise en question. Tout à fait. Et il rentre dans l'entreprise cette préoccupation aussi. Et je pense que c'est pour ça que la SCOP aujourd'hui est en capacité de porter peut-être plus facilement que d'autres PME, cette volonté citoyenne. Alors ça, c'est la vision globale, mais concrètement, parlez-nous d'exemples en recyclage, en éco-conception, de certaines des scopes que vous vouliez citer en exemple aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, comme les scopes agissent dans des secteurs d'activité très divers, ça me permet de couvrir justement un peu tous les maillons de ce qu'est l'économie circulaire. Je commencerai par la question du secteur du bâtiment, qui représente une filière importante pour les SCOP, puisqu'on a près du quart des salariés des SCOP travaillent dans le bâtiment, effectivement. Il y a des enjeux sur les ressources qui sont extrêmement importantes dans le bâtiment. Et il y a le retour du bois qui, dans l'économie circulaire, est déterminant. Tout à fait. Il y a le retour du bois, qui est donc c'est la question de l'éco-construction, qui a deux intérêts essentiels d'un point de vue environnemental. C'est d'une part la question de l'économie des matières premières et de la recyclabilité aussi de la matière première, puisqu'on sait que sur un certain nombre de matériaux de construction aujourd'hui, plus traditionnels, plus classiques, on a des grosses difficultés de recyclage également. Parlez-nous de Macoretz Bois. Alors Macoré, c'est pour montrer aussi comment des préoccupations environnementales font aussi des succès économiques et sociaux, puisque Macoré est aussi une entreprise qui porte un modèle coopératif extrêmement fort, avec un grand nombre, par exemple, de jeunes en apprentissage, avec beaucoup d'associés, etc. Macoré est une entreprise qui a 35 ans, et qui a déjà presque 200 salariés aujourd'hui. Donc on voit comment aujourd'hui, dans les dernières années, alors que... Et qu'est-ce qu'ils font ils font de l'éco-construction, c'est-à-dire qu'ils ont développé et industrialisé, puisque cette taille d'entreprise, c'est une capacité d'industrialisation, de méthodes de construction en matériaux renouvelables, en particulier le bois, mais pas uniquement, et avec surtout une capacité à intégrer l'ensemble des corps de métier dans la construction du logement, qui permet d'avoir une efficacité dans la construction et dans la conception de la construction plus respectueuse de l'environnement et aussi économique. Une SCOP savoyarde, Bourgeois, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi vous vouliez nous la citer? Alors, autre exemple, effectivement, quand on parle d'économie circulaire, on parle beaucoup du recyclage ou du réemploi des matières premières. Il faut aussi que l'industrie se pose évidemment la question de l'économie de ces matières premières. Et donc Bourgeois est une SCOP aussi assez emblématique qui fait des fours à usage professionnel, donc pour les restaurants, les grandes cuisines, etc. Et qui a, lorsqu'elle a dû renouveler sa gamme de fours, a mis en place, avec l'aide du CETIM, qui est un organisme de conseil, d'ingénierie. Tout à fait, et a mis en place des nouveaux fours, et avec des résultats technologiques extrêmement importants, puisqu'on a dans ces fours une baisse de la consommation d'énergie de l'ordre de 35%,
une recyclabilité des fours, des matériaux, des 90%, ce qui est énorme dans ce type d'outils complexes, et puis une réduction de la masse aussi, puisque bon, la masse c'est aussi du poids de transport, et donc derrière de la pollution, etc. Donc c'est un dernier exemple. Parlez-nous de ce statut un peu spécifique aussi dans votre secteur, qui sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC. Alors effectivement, l'économie circulaire, c'est une préoccupation de l'entreprise elle-même qui va se poser la question de savoir comment j'utilise moins de matériaux dans mes produits et puis qu'est-ce que je fais de mes déchets. Mais si c'est circulaire, c'est bien ce qu'on disait au début, c'est surtout que ça met en coopération un réseau d'acteurs qui sont des entreprises, mais pas uniquement des entreprises, qui sont aussi les usagers des produits qu'on va utiliser, qui sont évidemment la collectivité publique dans son ensemble, en particulier les collectivités territoriales. Et la SIC, c'est un statut que la Confédération des SCOP a porté sur les fonds baptismaux, qui est une entreprise coopérative également, d'intérêt collectif, mais dont la particularité est d'avoir une gouvernance multisociétariale, donc qui associe à la fois les salariés, les producteurs, mais également les collectivités territoriales, qui peut associer un certain nombre d'entreprises, des usagers, voilà, qui permet de mettre autour d'un projet. Et donc ce statut est tout à fait adapté. Il y a presque 500 SIC aujourd'hui en France, alors que le statut a à peu près 10 ans. Ça permet vraiment de poser sur les territoires ces problématiques de filière et de flux, et de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. Et je voudrais à cette occasion aussi, parce que j'ai peur que la parole me soit assez rapidement retirée, parce qu'on est un peu court, je pense que autour des SIC et des SCOP, et globalement de l'économie coopérative et globalement de l'économie sociale, pour la problématique qui est la place que l'on peut avoir dans ces nouveaux modèles et ce que ça peut apporter aussi. Enfin, je pense qu'on a développé l'économie sociale pour répondre à une vision de la société. Je pense que dans toutes ces économies qui tournent autour de l'économie collaborative, on a une problématique aussi de déplacement, on l'a vu, des revenus. Donc on a parlé tout à l'heure des revenus du travail qui sont déplacés aussi vers le revenu du capital, puisqu'on finalement on va directement louer sa voiture, louer sa maison, etc. Donc il y a cette problématique qui repose la question de la capacité à mettre en commun les revenus de ces nouvelles économies autour d'un projet coopératif. Parce qu'on a un grand risque, c'est qu'on est tous à faire des efforts pour créer de la valeur et environnementale et sociale, mais à côté de ça, cette valeur, elle est aussi de plus en plus économique. Et donc il y a de nouveaux acteurs qui rentrent et qui sont en capacité aujourd'hui de capter et de capitaliser cette valeur. Donc il faut absolument qu'on mette en place les outils. La SIC est un modèle, les coopératives en général sont un modèle, de mettre en commun ce capital pour éviter que ne soient détournés justement ces nouveaux flux de revenus. Sur la question de la silver economy, sur le secteur de la silver economy, je demandais à vos collègues tout à l'heure quels sont les obstacles. Je ne vais pas vous poser la question de la même façon, mais tous les trois, qu'est-ce que vous répondez à la question? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, alors que vous êtes sur une tendance assez positive au fond, parce que vous êtes au cœur, vous étiez les premiers depuis longtemps dans des domaines qui étaient considérés un peu à la marge de notre société et dont on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont essentiels pour notre avenir. Je n'ai pas besoin de faire référence à la COP21, tout le monde a ça en tête depuis le début de vos interventions. Donc vous êtes sur une tendance positive et la société vous prend de façon positive. Mais qu'est-ce qu'il faudrait de plus aujourd'hui pour vous aider? Alors, je laisse répondre d'abord le terrain, si j'ose dire, avant le parlementaire. Monique. Alors, nous avons de grosses difficultés, c'est effectivement en matière de financement. Nos ressourceries, la ressourcerie dont je parlais, qui est à Proche, réussit par la vente à récupérer un petit peu de financement pour créer des emplois pérennes. Mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est effectivement d'accompagner ces ateliers chantiers d'insertion en les finançant de telle manière qu'elles puissent accompagner dans des parcours formatifs qui sont en train de se réduire considérablement ces salariés pour les remettre en emploi. Si sur un plan de l'accompagnement en formation, des efforts ne sont pas faits de ce côté-là, on ne réussira pas le pari de remettre sur le marché du travail des salariés. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que c'est la formation avant tout, l'accompagnement,
le transfert des compétences. Et j'ai bien constaté que la mise en place, par exemple, d'une convention collective qui a créé des normes, mais qui a créé aussi de la compétence, nécessite une continuité dans l'accompagnement et la formation des permanents qui y travaillent. Votre vision à vous de cette situation et de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour essayer de vous aider? Je pense qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites dans les lois dernières. On parlait par exemple la loi sur la transition énergétique. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'être en capacité d'orienter les flux finalement financiers qui sont créés par ces nouvelles économies. Secteur. Voilà, par pas ce de le faire secteur. récupérer par un marchand qui se réveille maintenant. De pouvoir effectivement les garder au bénéfice de la collectivité qui l'a créé, qui le finance finalement, hein, puisque ce sont des années d'investissement de la collectivité. C'est aussi toute la question de la monétarisation d'ailleurs des biens communs et de l'environnement en général. Donc je pense qu'il faut absolument, dans l'ensemble des lois globalement environnementales, c'est-à-dire sur les déchets comme sur l'énergie, être en capacité de favoriser des modes de gouvernance qui sont coopératifs, qui sont collectifs. Et voilà, et c'est pour moi le point essentiel aujourd'hui. Vous avez vu, ces deux remarques sont un défi pour les pouvoirs publics qui veulent à la fois créer une dynamique économique, et donc quand on va voir le secteur marchand s'emparer d'un secteur comme celui-là, on ne peut pas s'y opposer. Et puis en même temps, il y a une forme de frustration à ne pas utiliser ces flux financiers pour qu'ils reviennent légitimement à ceux qui ont lancé le cycle, quoi, la marionnette. Comment est-ce que vous répondez-vous à ce point? Répondre, je réfléchis. Pour l'instant, la réponse, c'est que les choses doivent bouger et on doit être une majorité pour faire une réponse législative. Donc, tout d'abord, je voudrais revenir sur un point sur les SIC. Hein. Très souvent, dans mes différentes interventions depuis 2-3 ans, j'ai toujours signalé la complexité, l'écosystème, mais très positif en termes, quand je dis ça, la complexité de la mobilisation d'acteurs très différents pour avoir une performance autour du flux qu'est l'économie circulaire, la préservation de la valeur, et que la France a la chance d'avoir des SIC. Vous l'avez cité, je voulais donc réinsister là-dessus, c'est une chance. Il faut utiliser ce statut, le développer. Il faut peut-être le mettre à jour, mais ce n'est pas une base que tous les pays peuvent avoir et sur laquelle nous devrions continuer à travailler. Donc ce n'est pas tout à fait une réponse à votre question, mais c'est aussi devant nous sur la question de les SIC sont une réponse à mettre ensemble des acteurs qui sont très hétéroclites, mais autour d'un sujet qui est la préservation de la ressource. Ça peut être l'eau ici, ça peut être le bois là, ça peut être d'autres choses. Et sur votre question, un petit focus arrière, ou un travelling arrière, on passe d'une économie de stock à une économie de flux. Il faut bien avoir ceci en conscience. C'est-à-dire que hier, aujourd'hui encore, les puissances qui dégagent énormément de valeur, ce sont ceux qui détiennent un stock, soit d'origine fossile, pétrolier, minier, soit des stocks de produits finis qui est censé se renouveler, et ils travaillent à ce qu'on renouvelle le stock, obsolescence programmée, marketing, etc. Et c'est là où ils dégagent. Et ceux que l'on voit apparaître, ce sont ceux qui sont en capacité de gérer des flux, gérer les flux de matière, les flux des objets Airbnb, Blablacar, Uber et tous les autres, et qui captent effectivement, et ça c'est très problématique, qui captent une part de valeur ajoutée importante. Et surtout, il y a 2 points, un qui n'est pas dit ici, mais je le dis quand même. Blablacar, quand il y a 100 € de transfert entre 2 particuliers, il n'y a que la marge que prend Blablacar qui sera fiscalisée, qui aura de la TVA et qui rentrera dans des impôts sur la société. Pour vous ? C'est un problème pour nous, puisque quand vous alliez chez un loueur de voitures habituel, sur les 100 €, vous aviez 100 € qui étaient fiscalisés. Avec des taux dessus, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une partie qui revient au bien commun via l'impôt ou les protections sociales, alors que là, ce n'est pas le cas. C'est ce que nous devons avoir devant. Sur la question de la fiscalité de façon plus générale, nous travaillons sur une TVA adaptée à la question des ressources, comment aider. Donc, bref, il y a un énorme chantier devant nous, et je voudrais surtout ouvrir le débat, pardon de l'ouvrir maintenant, mais c'est sur le revenu minimum universel. À un moment donné, il devient de plus en plus prégnant et de plus en plus présent dans le débat public, puisque même un pays comme la Finlande envisage sa mise en place. Le revenu minimum universel permet
et donc il faut une fiscalité pour le financer, mais permet aussi de mobiliser, d'être au rendez-vous de tous les acteurs qui se mobilisent et éviter que toute la valeur soit cernée, captée par que quelques-uns. Oui, c'est ça. Valérie Peugeot en a parlé tout à l'heure. Donc, oui, le débat était, dans la table ronde précédente, le débat a été lancé. Alors, vous voyez que le politique se lève quand il parle à chaque fois et les journalistes se rassiedent dans ce cas-là, et c'est l'inverse. Bon, mais là, si je me rassieds, c'est parce que je me tourne vers la salle, et donc, comme j'ai toujours pas récupéré de retour, je ne sais pas s'il y a des questions SMS, mais on va le faire ici tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a sur ce sujet, non, ça veut dire qu'il n'y en a pas, sans doute, ou peut-être, ah si, qu'en est-il du secteur du bâtiment et des travaux publics dans l'économie circulaire? Qui sont les acteurs? Quelles sont les initiatives? Alors, est-ce que... François-Michel Lambert. Oui, restez assis, restez assis. Non, je suis mieux debout. Ah bon, vous êtes mieux debout, d'accord. Alors, le BTP. BTP, on a vu à l'instant avec l'exemple d'Amélie Raphaël. Juste être... attention à ne pas dire le bois c'est mieux que... la question c'est comment on utilise de façon optimale la ressource qu'on mobilise pour le BTP. C'est ça que nous devons avoir en tête. Alors, après, j'ai la chance dans ma ville d'avoir une SCOP très ancienne qui est autour des charpents de bois, etc. Mais la question, elle est surtout comment on se mobilise. Et le BTP, effectivement, c'est une grande question. Merci de l'avoir posée. C'est le principal tonnage de déchets. Et aujourd'hui, des grands groupes, mais je pense aussi des sociétés plus modestes en taille, mais pas en ambition, commencent à percevoir l'opportunité de bien comprendre qu'un bâtiment, c'est un stock de matière. Ouais. Et je reviens à mon économie de stock, mon économie de flux. Comment je vais faire tourner cette matière? Et donc, il y a énormément d'opportunités. Il y a les barrières administratives, le statut du déchet, les barrières fiscales, les barrières diverses et variées que nous, politiques, nous devons lever en avançant. Oui, pour que ça puisse être notamment réutilisé comme matière initiale, matière première dans une activité. Alors, question SMS éventuellement encore, et sinon, question de la salle de toute façon. On vous redemandera un peu de lumière, s'il vous plaît, du côté salle. Est-ce que là, certains veulent intervenir ou poser une question? Oui, monsieur Non, il y a une question SMS, merci. Merci de m'aider. Peut-on établir une corrélation objectivée entre le modèle de gouvernement SCOP et la performance économique de l'entité? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, est-ce que ça dope les salariés d'être partie prenante? Est-ce que ça dope les résultats? Alors évidemment, c'est une réponse, c'est une question très simple et la réponse est évidemment beaucoup plus complexe. Je pense que, par exemple, si on veut retenir un indicateur qu'on aime bien retenir, c'est celui de la longévité finalement de l'entreprise. On a dans les entreprises qui se créent à 5 ans un taux, alors j'ai plus les taux en tête, mais c'est vrai que les SCOP ont une capacité de survie à 5 ans et à 7 ans beaucoup plus importante que les autres PME. Donc voilà, effectivement, si on veut regarder, je dirais, par le petit bout de la lorgnette, il semble qu'il y ait une capacité, en tout cas, de survivre aux difficultés qui soit plus importante dans les coopératives. Après, moi, je pense que la performance économique, ou plutôt, je pense qu'il ne faut pas réduire la performance de l'entreprise à sa performance économique. Performance économique, c'est quoi? Si on regarde effectivement la rentabilité du capital sur une année, si c'est ça votre indicateur, non, je ne pense pas. Non, il y a la performance du capital, mais il y a tout simplement la viabilité, gagner de l'argent plus qu'on en dépense. Voilà. Enfin, il faut savoir aujourd'hui que dans l'entreprise classique et largement financiarisée, votre indicateur principal, c'est la rentabilité du capital. Hein. Oui, c'est quelque chose qu'on a dû... Voilà. Et donc, quand les coopératives sont confrontées, bien souvent, c'est ça qu'on compare. Un banquier va éventuellement comparer ce genre de choses qui n'a absolument pas de sens, effectivement, puisque dans une coopérative, la rentabilité du capital n'a pas d'intérêt particulier, puisque la rétribution ne se fait pas de cette manière-là. Donc je pense qu'il faut plutôt regarder la performance à ce moment-là plus à long terme. La performance, c'est aussi la performance sociale de l'entreprise, c'est aussi la capacité, on en parlait sur la première table ronde, je crois, à répondre effectivement aux besoins de ses clients, hein, même n'importe quel besoin. Donc je pense que la question est assez complexe. Il me semble, moi, personnellement, que oui.
au moins pour des questions de longévité, et dans ce qu'on a pu faire aussi comme étude sur la motivation au travail, puisque vous parliez aussi par rapport aux salariés, la motivation au travail, l'engagement des salariés dans l'entreprise. Merci. Question éventuelle de l'un d'entre vous? Oui, madame. Peut-être que je vais comprendre cette fois-ci. Je vous en prie. Vous pouvez le faire. Donc, ma question, c'est peut-être une proposition, moi que ça n'existe déjà. Autour des problématiques de financement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à créer, type un livret d'épargne comme le livret A, mais sur la question de l'autonomie sociale ou de la responsabilité sociale du citoyen. Enfin, d'aller chercher aussi... Il y a le développement, il y a le livret développement durable déjà. La contribution du citoyen qui serait un peu affectée aux employeurs de l'économie sociale, donc à leur dynamique d'innovation, vers ce secteur, mais qui serait vraiment fléchée sur les problématiques qu'on a évoquées. Alors peut-être pas... tout secteur confondu, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que là-dessus, il ne peut pas y avoir aussi ce type de contribution, comme on l'a fait, je crois, nous, en région, sur la révolution industrielle. Voilà. Je crois qu'on a compris. Je regarde s'il y a d'autres questions avant qu'on achève cette table ronde et qu'on aille tous déjeuner, mais est-ce qu'il y a encore une volonté d'intervenir à ce stade ce matin? Non. Question SMS, est-ce qu'il y en a une? On ne parle que de produits dans l'économie circulaire, quid des services? Bonne remarque. Alors, merci pour les deux questions qui vont clore cette table ronde et cette matinée. D'abord, un fléchage, le cas échéant, de l'épargne. Il y a le livret développement durable. Peut-être pas le mieux placé par rapport à ma moindre maîtrise du sujet, mais je crois qu'il y a déjà des fonds. D'autres, hier encore, quelqu'un m'a abordé, un ancien directeur d'une banque plutôt... proche des scopes qui ambitionne de monter un fonds, peut-être pas spécifiquement fléché sur l'économie sociale et solidaire, mais dont la probabilité est extrêmement importante que ça touche d'abord les sociétés de l'économie sociale et solidaire. Vous ne pouvez pas en dire plus, ni sur la banque, ni sur le... Ah bah non. D'accord, ok. Je sais pas, cette personne, elle construit quelque chose, ça lui appartient. Vous savez, le journaliste a toujours ce réflexe de vouloir en savoir plus. Par contre, je peux vous dire autre chose, si vous voulez. Ah oui? C'est un sondage ce matin qui est paru, le premier d'ailleurs, et je voulais un peu conclure là-dessus, tout en répondant à la question SMS. Le mot économie circulaire a été testé dans un sondage plus global sur le geste de tri, etc., etc. Et avec 85% des Français ne comprennent pas précisément ce que veut dire l'économie circulaire. C'est un challenge, hein, un travail. On l'a vu un peu dans le sondage IFOP tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de moins compris. Voilà, ouais. Vous l'avez, ok. C'est lui qui a été créé, il a été déterminé par l'UDES. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas, parce que mon ambition, c'est que le mot économie circulaire s'efface, parce que ça sera normal. Ouais. Parce que la question ne se posera pas, parce qu'on ne sera pas obligé de réexpliquer finalement ce qu'a fait l'humanité depuis la nuit des temps. On fera tous du circulaire. Et qui a une petite parenthèse depuis la révolution industrielle et qui repart dans ce modèle. Et pour répondre à la question, l'économie circulaire, c'est que sur les produits, je n'ai pas eu l'impression de répondre tout à l'heure en donnant l'exemple de Blablacar, mais on pourra en trouver des tas d'autres, où au contraire, c'est l'économie de la fonctionnalité est un atout extrêmement important de l'économie circulaire, c'est-à-dire que, si je reste sur ma petite voiture, là, à 1 tonne de métal, elle passe 90% de son temps immobile, à immobiliser 10 mètres carrés parce qu'elle est parquée. L'économie de service, l'économie de fonctionnalité permet de mettre en mouvement cette voiture parce que la tonne de métal que nous avons extraite, c'est d'ailleurs 7 tonnes pour faire 1 tonne, etc., elle n'est pas faite pour décorer la rue, elle est faite pour circuler. Donc le lien est extrêmement fort entre économie circulaire et service, et même je pense que c'est intrinsèque. Merci. Sur cette idée, service, je pense que François-Michel Lambert vient de répondre, mais vous vouliez rajouter quelque chose éventuellement? Le fléchage de l'économie, pas d'éléments supplémentaires. Eh bien, écoutez, merci. On va circuler. Et donc, je vais vous demander de remercier d'abord les intervenants de cette 3e table ronde.